Aujourd'hui, dans StoryCube, on accueille Christine, 28 ans, addict au sexe. Tout a commencé à 17 ans. Une soirée au bord de la Marne, un souvenir flou, un corps qu'elle n'a pas choisi et un vide qui s'est installé depuis ce jour-là. À partir de là, tout s'enchaîne. Les nuits, les visages, les excès, des relations sans sens, sans émotion. Juste cette envie constante de recommencer. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on cherche vraiment quand on ne peut plus s'arrêter ? Du plaisir ou une forme d'oubli ? De la liberté ou une punition qu'on s'inflige à soi-même ? Christine ne se cache plus. Elle parle ouvertement de ses pulsions, de ses dérives et de cette dépendance dont on ne parle jamais. Ce soir, elle raconte, sans filtre, sans honte et surtout sans réponse toute faite. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et écoutez l'histoire d'une femme. Une femme qui fut prisonnière d'un désir qu'elle n'a pas réussi à contrôler. Petite précision, avant de commencer cet épisode, un mot important. Le témoignage que vous allez entendre est fort, intime, parfois dérangeant. Il aborde des thèmes sensibles, liés au traumatisme et à l'addiction. Ici, pas de jugement, juste une parole sincère, une histoire humaine. Parce que derrière chaque comportement, il y a une douleur, un passé, une raison. Si vous vous reconnaissez dans ce que raconte Christine, ou si vous traversez une période difficile, sachez qu'il existe des professionnels et des associations prêtes à vous écouter. Prenez soin de vous et souvenez-vous, ici, on écoute, on comprend et on respecte. Bienvenue dans StoryCube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Christine. C'est une jeune femme qui a vécu une histoire absolument traumatisante et aujourd'hui, elle a accepté de venir dans StoryCube pour nous raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé. Christine, bienvenue, comment tu vas ? Merci, je vais bien. Et toi ? Bah super. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le contexte des événements d'abord. Peut-être avant à ton enfance, comment tu vis, comment tu grandis, ça commence comment tout ça ? J'ai eu une enfance plutôt joyeuse. Mes parents étaient séparés. J'ai vécu en Chine. Quand j'étais enfant, j'étais à l'école chinoise parce que je suis moitié chinoise et ma mère est chinoise. Donc j'étais avec mes grands-parents. J'ai reçu beaucoup d'amour de ma grand-mère, on m'a écoutée, on m'a massé les pieds tous les soirs. C'est un privilège énorme en tant qu'enfant d'avoir une sécurité émotionnelle et de développer aussi son empathie. Et par contre, j'étais vachement traumatisée par le divorce de mes parents. J'ai pas subi quoi que ce soit de ce que je me souvienne. Donc j'ai eu une enfance assez innocente. En Chine, en plus, ils sont assez innocents, c'est-à-dire qu'ils savent pas comment on fait la etc. C'est-à-dire quand on est en enfant, il n'y a pas de... on va dire. Ouais. Par rapport à en France, quand je suis rentrée, j'étais assez choquée. Je suis rentrée à mes 11 ans, j'y étais de mes 7 à 11 ans. Donc j'étais choquée du rapport au sexe qu'avaient les Français. Je trouvais qu'on était vachement portés sur la chose. Ouais. C'est vraiment pour les différences d'ailleurs que tu remarques comme ça quand tu arrives en France. À l'école, ça parlait de ça ou c'est... Ils savaient pas comment on faisait là. Je leur ai dit quand j'avais 10 ans, j'ai dit aux autres enfants chinois, on fait comme ça. Ils étaient tous super choqués, quoi. Okay. Alors qu'en France, à 10 ans, il y en a qui visitent déjà des sites pour adultes, je crois. Et pas tout le monde sait comment on fait. Mais les gens sont portés sur le bisou, sur le côté tactile. En Chine, on sort pas avec des garçons. À l'école primaire, à l'école maternelle, on se fait pas de bisous. Y a pas de... Ça n'existe pas, en fait. Tu grandis comme ça, t'arrives en France, c'est quoi un peu la suite ? Donc je reviens en France à 11 ans, je savais quasiment plus parler français, donc j'étais vraiment perdue. J'étais très timide, j'avais pas trop d'amis, j'avais du mal à m'adapter. Mais j'ai déménagé une fois tous les 2 ans quasiment dans ma vie, donc j'étais tout le temps nouvelle. Et au bout d'un moment, je pense que ça m'a développé aussi de l'empathie et une adaptation sociale. Et c'était assez compliqué, j'étais une enfant très sage jusqu'à mes 14 ans, on va dire très timide, très introvertie. Et j'ai déménagé en région parisienne, j'étais dans les Vosges de mes 11 à 14 ans. Ensuite, j'étais en région parisienne de 14 ans à 17-18 ans. Et je suis arrivée dans le 77 quand j'avais 14 ans. Et vers 15 ans, quand je suis arrivée en seconde, j'ai pété un câble. J'étais l'enfant sage, timide, etc., qui avait plutôt des bonnes notes, au bout d'un moment même. Et vers 15 ans, en seconde, j'ai fait une crise, on va dire, d'adolescence, mais une grosse dépression, où j'étais passée d'anorexie mentale, on va dire plutôt, j'étais très fine. Je contrôlais mon alimentation à une boulimie vomitive, où vraiment je mangeais énormément. J'avais pris 20 kilos en 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'étais passée de 44 à 64, quelque chose comme ça. Et donc, j'étais vraiment dans une crise existentielle et j'étais dans une famille monoparentale avec ma mère et ma sœur. Ma mère, elle devait travailler, donc il y avait personne pour s'occuper vraiment de moi et je sortais beaucoup avec les garçons de la ville. Je buvais, je m'étais mise à fumer mes premiers bédos et je suis un peu tombée dans l'alcoolisme. J'étais vraiment dépressive sévère. Au début, je pleurais
tous les soirs pendant des heures. Déjà, genre à 15 ans, là, t'es toujours entre 15 et 17 toujours ou... Oui, c'est ça. Quand j'avais 14 ans que j'étais arrivée dans le 77, déjà je pleurais tous les soirs. Et vers 15 ans aussi, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire je pleurais énormément. Après, ça s'atténuait, mais ça s'alternait entre les rires au lycée où je rigolais énormément. J'étais un peu, pas en transe, mais et je rentrais chez moi et je pleurais énormément. C'était très, très, très intense, quoi. Tu commences à rencontrer tes premiers copains aussi à ce moment-là ou pas forcément enfin, un petit ami à ce moment-là ou pas forcément À mes 14 ans, j'avais eu un petit ami en 3e, mais rien de grave. On avait eu un bisou, etc. Et ensuite, lorsque j'avais 16 ans, du coup, j'ai fait ma première fois avec un garçon de la ville. J'étais sortie avec une histoire, on va dire, plus ou moins normale. Il n'y avait pas eu de choc particulier. Mais en fait, si, c'était quand j'avais 14 ans que j'avais eu mon premier choc. C'est quand j'étais encore dans les Vosges, je suis allée voir une gynécologue, parce qu'à l'époque, le petit copain de ma mère, il avait 27 ans, et moi j'avais 14 ans, et j'étais très amoureuse de lui, et la relation était très proche, c'était très bizarre. Attends, j'ai pas compris, t'étais amoureux du petit copain de ta mère? Oui. Enfin, tu pensais avoir des sentiments pour... Oui, c'est ça, je pense que je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas, je pense que je vivais ma relation amoureuse à travers ma mère. Ok, ouais. Comme je pense que j'ai beaucoup d'empathie, je pense que j'ai dû faire un transfert bizarre, je sais pas. Et je pense que c'est assez commun, je crois, apparemment, les filles qui sont amoureuses de leur père ou du copain de leur mère. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui est assez normal quand ça dépasse pas certaines limites. Mais donc on n'avait pas vraiment de relation, mais on va dire que dans ma famille, on s'embrassait sur la bouche avec ma mère et du coup avec lui, on s'embrassait sur la bouche tous les soirs avant de dormir. Mais pour ma mère, on était des enfants. Elle est chinoise, elle a vraiment pas l'esprit déplacé, elle voit vraiment ça comme la famille. Elle a pas ce côté, elle voit pas les choses de façon sexuelle. Donc elle était très innocente, sauf que lui c'est un homme. Moi, je sais pas, c'était bizarre. Je pense que même lui, il n'y a pas eu de trucs physiques, mais c'était quand même assez bizarre. À un moment, il m'a proposé un shooting où j'étais, on va dire, à quatre pattes avec une tenue un peu sexy de ma mère, et il m'a dit le dis à personne. Et c'était le seul truc, on va dire, qui a dépassé les limites. Sinon, il n'y avait rien eu de plus, on va dire. Donc c'était très confusant. Et tu l'as fait ou ce shooting ou juste... Oui, sauf que moi je comprenais pas. Pour moi, c'était pas bizarre en fait. J'étais très innocente à 14 ans, vraiment. Je savais même pas c'était quoi la masturbation. Il m'avait demandé est-ce que tu te fais toi-même. Je comprenais pas du tout. Du tout, je comprenais pas. Donc après par la suite, j'ai trouvé ça bizarre, mais comme il a pas dépassé les limites mentalement, c'est compliqué à gérer quoi. Tu te dis pas ouais, il a abusé de moi, non, tu vois. Enfin, donc voilà. Donc déjà, j'étais très amoureuse de lui et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais tombée en dépression sévère parce qu'ils se sont séparés en fait. Ok, ouais. Lorsque j'avais 14 ans. Et voilà, c'était mon premier chagrin d'amour quoi. Ok. Tu rencontres ensuite ton petit copain, enfin ce qui va devenir ton petit copain plus tard. Vous avez une relation plutôt normale, ce que tu m'as dit? Oui, quand j'avais 16 ans, oui, ma première fois, c'est ça. Et ensuite, c'est quoi? Et ensuite, vu que je sortais beaucoup dans les soirées, il y a vraiment eu des choses bizarres. J'ai côtoyé un garçon, c'était très bizarre. Je pensais que je l'aimais, mais je comprenais pas grand-chose à ma vie. J'allais chez lui et il me forçait à lui faire des films. Et je savais même pas trop ce que c'était. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'était avant ma première fois. En plus, c'est un peu avant ma première fois. Donc, j'avais pas ce rapport. Il me forçait à continuer super longtemps et j'étais fatiguée. Ça me dégoûtait. Je comprenais pas en fait. Donc, après, j'ai arrêté de le voir. C'était très court. Enfin, c'était pas vraiment une histoire d'amour. C'était juste une fréquentation étrange. Et après, j'ai rencontré un autre garçon qui était mon ami. Je suis allée chez lui et il m'a dit il m'a dit de lui faire une... Et du coup, je l'ai... Mais je savais, encore une fois, c'était encore avant que j'ai une vie. Donc, comme j'étais très innocente, c'était très flou pour moi. J'avais pas vraiment la notion de... Il avait quel âge? Là, ouais, j'avais 15 ans encore, quelque chose comme ça. C'était avant que je rentre en seconde, avant que je fasse ma première fois. Et du coup, ce deuxième garçon aussi, il m'a dit de le... Et après, il a dans ma bouche et je crois qu'il m'a fait recracher, il m'a dit c'est bien et tout machin, il m'avait touché un peu le corps quand on était dehors dans un parc, il m'a dit c'est bien, t'es ouverte et tout. Enfin, il était trop bizarre parce que il était en couple avec une fille et cette fille c'était devenue ma meilleure amie ensuite et je lui ai jamais dit. Je la connaissais pas cette fille quand j'avais fait les choses avec lui, je savais même pas qu'il était en couple. Mais ensuite, j'arrive en seconde et je suis dans la classe d'une fille et je suis à côté d'elle tout le temps et ça devient ma meilleure amie et elle était en couple avec ce mec. Depuis déjà. Et ils étaient fous amoureux. C'est trop bizarre, ça n'a aucun sens. Et je lui ai jamais dit parce que je crois que j'ai juste enterré cette histoire. J'ai plus jamais voulu y repenser. Ce mec était vraiment un peu bizarre, mais
j'ai pas trop compris en fait, sincèrement. Donc là, t'as quel âge à peu près à ce moment-là? T'as toujours 15-16 ans, tu m'as dit? Oui, j'avais toujours 15 ans quand il s'est passé les 2 faits bizarres avec ces 2 mecs. Et ensuite, je rentre en seconde, je pète un câble. C'est là que je deviens un peu plus, on va dire, intense, dérangée. C'est une autre forme de dépression. C'est une dépression, on va dire, ou souriante. On appelle ça. Tu souris tout le temps, mais au fond, tu pleures tout le temps. Et comment ça se passe? C'est quoi la suite? Et ensuite, du coup, grosse addiction. Je buvais avec les garçons de la ville. Je buvais beaucoup. Tous les week-ends, je faisais des blackouts. Vu que je tiens pas l'alcool, ma mère est allergique à l'alcool. J'ai pas des gènes qui tiennent beaucoup, donc je tiens moins que les autres. Mais je voulais boire tout autant, donc c'était tout le temps des blackouts. Je me souvenais de rien très souvent. Tu grandis encore jusqu'à tes 17 ans? Qu'est-ce qui se passe après? Avant mes 17 ans, je suis en soirée. Encore une fois, je suis bourrée, ivre morte sur un canapé et il y a un mec qui vient et qui me fait lui faire une fête et il est dans ma bouche et moi je crache sur le tapis, je comprends rien et là il commence à vouloir me déshabiller, je crie non et je monte dans une autre chambre. Donc il voulait me quoi, enfin il m'a la bouche on va dire et il voulait me en bas. Et ça s'est pas fait parce que j'ai eu une prise de conscience alors qu'avant j'étais plutôt tétanisée. Donc après ce troisième abus de parce que là, je me rends compte avec vous que je suis en train de ce que j'ai vécu aussi avant. Enfin, j'avais pas trop mis les mots dessus. Et ensuite, vers mes 17 ans, par la suite, je rencontre un mec en soirée et tout. Il veut me voir. Donc on se voit en bord de Marne. On boit beaucoup. Moi, à mon habitude, je bois souvent jusqu'au blackout. Pour moi, c'est normal en fait. Vu que j'étais dépressive, je voulais tout le temps m'oublier. Je bois jusqu'au blackout. Sauf que je me sentais en danger avec lui. Je sentais qu'il voulait coucher avec moi. Il avait 19 ans, j'avais 17 ans. Et c'est très bizarre. Parfois, le cerveau, il est pas logique. Je me suis déshabillée pour sauter dans la Marne. Et ensuite, à un moment, je suis debout. Je sens que j'étais pas en sécurité. Et donc, je l'ai embrassé. Mais en fait, je le voulais pas. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est un peu comme la fuite en avant. Tu fais un truc par peur qu'on te le fasse. C'est parfois le cerveau, faut pas chercher à comprendre. Il y a des mécanismes qui sont irrationnels, on va dire. Et du coup, tu fais des choses que t'as pas envie de faire. Et du coup, je l'ai embrassé. Et ensuite, j'ai plus eu de souvenirs. J'ai juste longé la Marne le lendemain. J'ai vu une dans l'eau, je me suis dit c'est dégueulasse et tout. Et ensuite, je lui ai demandé par message on a fait quoi. Il a dit on a couché ensemble. J'ai fait mais mon Dieu, en fait c'était nous. Et j'ai eu un flash du coup de moi allongée au sol et d'une voiture qui passait, la lumière d'une voiture qui passait. Et j'ai juste eu ce flash-là et sinon je me souvenais de rien. Mais pour moi c'était un mais c'est très compliqué parce que je me souviens de rien et je l'ai pas accusé non plus par la suite. Je pense que des années plus tard je lui ai dit que c'était pas normal et tout, mais j'ai jamais dit c'est un ou je l'ai pas accusé parce que c'était très flou, même si en soi c'était un parce que je le voulais pas. Donc par la suite, depuis ce jour-là, je me suis dit je veux coucher avec le plus d'hommes possible. J'ai eu une sorte de pulsion révélatrice où je me dis je vais devenir ultra puissante, je vais coucher avec le maximum d'hommes possible et ça va me rendre invincible. Je sais pas, j'étais dans un délire un peu comme ça. C'est une espèce de, je sais pas, c'est une réponse en fait au traumatisme que tu aurais pu vivre ou un truc comme ça. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai perdu le contrôle et j'ai voulu tellement reprendre le pouvoir que ça s'exprime par du coup une hypersexualité et une compulsion, on va dire. Comment ça se passe du coup la suite? Est-ce que du coup tu le fais? Enfin, tu vois vraiment beaucoup d'hommes ou juste c'est une envie que t'as? Enfin, dans les faits, qu'est-ce qui se passe du coup? Bah oui, ensuite je suis allée sur des chats, j'ai rencontré des mecs, je suis allée sur des sites de rencontres. Enfin du coup j'avais une sorte de besoin compulsif d'avoir des rapports avec des hommes parce que je pense que j'avais de l'anxiété, j'avais toujours de la dépression. Après on avait déménagé à Versailles et du coup je parlais sur des chats avec des mecs, je les voyais en bas de chez moi dans des voitures, on allait même dans le parc de Versailles la nuit, on allait juste et voilà, c'était tout en fait. Même moi, c'est comme si je dis pas que c'est comme si j'étais possédée, mais je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Je pensais que j'aimais juste ça, mais je m'oubliais à travers les sensations de plaisir qu'on on va dire, il y a des sensations chimiques, quoi, on va dire, qui montent au cerveau et je me butais à ça et pour oublier, je pense. Et est-ce que du coup, c'est genre, en termes de. Pour quantifier, est-ce que tu en vas genre un par semaine, un par jour? Est-ce que à quel point est-ce que tu pousses le truc loin ou... Le rythme, je me souvenais juste que à partir de 2 semaines, c'était déjà très long pour moi et j'en pouvais déjà plus. Mais j'ai pas de notion de rythme, je dirais tous les week-ends. Et en fait, je vivais chez mes parents, donc parfois je sortais aussi la semaine, dans la nuit. Mais non, c'était pas tous les jours, vu que je vivais chez mes parents. On va dire que je me
beaucoup parce que j'étais dépressive dans ma chambre, donc je me toute la journée, tous les soirs, tous les matins. J'avais une addiction, on va dire, au plaisir solo, mais j'avais pas l'opportunité, on va dire, de le faire avec des hommes tout le temps. J'avais pas de copains fixes non plus, donc c'était assez récurrent parce que c'était des inconnus, donc ça paraît beaucoup, je trouve. Ouais, bah oui, totalement. Hein. Donc, t'es toujours un peu dans cette sorte d'hypersexualité. Qu'est-ce qui se passe après? Quand j'avais 18 ans, du coup, je rencontre un mec qui avait 25 ans et je voulais vraiment pas coucher avec lui. Mais comme j'étais vraiment assez naïve à l'époque, il me parlait tout le temps et j'ai fini par le voir. Je sais pas, parce que je suis assez curieuse, je suis assez ouverte d'esprit et tout. Ça me dérangeait pas de le voir, discuter avec et tout. Sauf que lui, il voulait tout le temps coucher avec moi et je lui disais non. Sauf qu'un soir, on était dans un appartement et en fait, on devait aller voir un de nos potes après pour boire un verre et juste il monte sur moi et il me met sa bite dans la bouche et il me bite la bouche, on va dire, et ensuite il descend et moi je suis complètement en mode je bouge pas parce que je lui ai toujours dit que je voulais pas coucher avec lui, donc je comprenais pas trop ce qui se passait et du coup j'étais en état de sidération, donc je pouvais pas du tout bouger. Ça a duré très peu de temps, ça a duré quelques minutes. Il a fini, en fait, comme il a fait comme si de rien n'était, t'es un peu confus, quoi. T'es un peu vraiment, est-ce qu'il s'est passé ça ou pas, tu vois. Et à partir de là, on a continué à se voir. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, je fuyais chez ma mère, parce que j'avais une relation compliquée avec ma mère et conflictuelle. Donc, toutes les excuses étaient bonnes pour fuir chez ma mère, pour traîner avec des gens, pour être dehors. Et souvent, on était ensemble, on fumait des joints et on parlait et finalement, petit à petit, depuis cette fois-là, il a trouvé ça normal de coucher avec moi. Je l'avais revu chez lui, on avait dormi à côté et d'un coup, il me... alors que j'étais à côté, j'étais en culotte et en t-shirt et d'un coup, il me... Je comprenais pas et c'est un vol, du coup, par surprise en soi et c'était très bizarre parce qu'après, on a continué à se voir. Et du coup, petit à petit, on couchait ensemble parce qu'en fait, comme il avait dépassé les limites, moi, c'est comme si, c'est fait. Il y avait plus de limites en fait. Et comme j'étais très dissociée, j'avais souvent des expressions faciales désagréables, on va dire. Et même, il me l'avait reproché. Il m'a dit, pourquoi tu fais tout le temps cette tête? Et en fait, je me rendais pas compte que je faisais tout le temps une tête de dégoût en fait quand il couchait avec moi. Mais je me rendais pas compte, c'était un mécanisme de défense. Et souvent, je bougeais pas, c'est lui, il faisait tout. Et il m'utilisait vraiment comme un objet pendant des mois quand on se voyait. Et moi, j'étais vraiment totalement dissociée. Et c'est comme si j'avais normalisé ça, en fait. Oui, il savait que tu voulais pas forcément, que c'était pas consenti du coup ou... En fait, il le réalisait ou... Quand on n'avait pas encore fait l'amour, quand on n'avait pas couché ensemble, je lui avais déjà dit que je voulais pas coucher avec lui. Et quand on l'a fait, il m'a jamais demandé mon avis, quoi. Je pense qu'il le sait, mais il a pas trop envie de se l'avouer. Je pense qu'il a pas envie de savoir non plus, quoi. Et toi, tu te dis quoi pendant ces périodes? Tu te rattaches à lui parce que finalement, t'as personne d'autre qui parlait ou c'est comment ça se fait finalement que tu restes quand même avec lui On va dire, je pense que j'avais une sorte de syndrome de Stockholm. J'étais comme un peu attachée à lui, j'étais comme tombée amoureuse de lui, alors que vraiment, ce n'est pas du tout le genre d'homme que j'aime et je ne peux pas tomber amoureuse de cet homme-là. Il ne m'intéresse pas du tout. Il était ni beau, ni intelligent, ni drôle. Il y avait vraiment rien, quoi. C'était un cassos. Cassos, c'est peut-être pas le mot. Un vieux mec, on va dire. Je pense vraiment j'avais une attache à force de le voir. C'était un peu de la manipulation, quoi. Donc, je pensais que j'étais amoureuse de lui, mais en vrai pas du tout. Et voilà, c'était comme une sorte de rituel un peu glauque, quoi, à force. Et comme on fumait tout le temps de la weed et on buvait des bières, moi, ça me mettait dans un état de dissociation aussi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de manipulation qu'il a pu exercer sur toi ou t'as marqué, tu vois, je sais pas, pour qu'il te garde en fait avec lui Au début, il me disait, j'étais un peu plus ronde que maintenant, il me disait, oh là là, mais si tu maigris, je tous les jours. Vraiment, c'était en mode maigri, tu vois. Il n'était pas du tout valorisant avec moi. En fait, la manipulation, elle était très sournoise parce qu'on va dire il y a plusieurs types de manipulateurs. Lui, c'est plutôt quelqu'un de discret, de calme, qui a le sang-froid et qui est pas dans le drame, dans l'exubérance. Donc c'est très insidieux en fait. Je sais pas comment dire. Franchement, je saurais pas l'expliquer. On fumait tout le temps des joints, on buvait tout le temps des bières avec lui et je sais pas. Franchement, je sais que c'était un manipulateur, mais il n'a pas fait des trucs, il n'a pas fait des menaces, du chantage affectif, des trucs hyper, on va dire, voyants, hyper expressifs, quoi. Comment ça continue après
C'est quoi la suite en fait de ce que tu... Un jour j'ai une révélation parce que en fait je le voyais lui et je m'isolais en fait, je voyais plus personne de mon entourage quasiment, je voyais que lui. Ça après déjà c'est un des signes que... Oui c'est ça, c'est l'isolation. Ouais c'est ça tu vois. Oui, même ma mère, j'avais pas envie de la voir, j'avais pas envie d'être avec elle, je voulais que le voir lui, c'est comme une sorte d'addiction en fait. Pourtant on faisait rien de spécial, hein. Franchement c'était même pas intéressant, je comprends pas. C'est je pense de la dépendance affective de ma part aussi. Et du coup un jour je retourne dormir chez lui dans son vieil appart miteux dans le 13e, il y avait même pas de housse de couette, c'était vraiment tout pourri. Je dors et la veille il voulait coucher avec moi, donc en fait il demande jamais, hein, il se sert. Et du coup, il commence à faire des trucs et je lui dis non, je veux pas en fait. Je lui ai juste dit non. Et quand j'ai vu sa réaction, quand j'ai vu qu'il s'est tourné, j'ai eu comme une révélation dans ma tête. Je pense que j'ai trop accumulé depuis trop longtemps. J'ai eu un flash. Je me suis dit, mais c'est un fils de ce mec, mais plus jamais je le revois. Alors que j'étais addict à lui juste avant. J'ai eu un flash. Je me suis dit, plus jamais je le revois. Je me lève, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai gardé les yeux ouverts toute la nuit comme ça. J'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? À 6h du matin, j'ai pris mes affaires, je suis partie chez lui. Je me suis dit plus jamais je le vois. Il m'appelle, il dit oui, tu veux pas qu'on aille pécho du shit à Galigny? Je lui dis non. Non, je suis rentrée chez moi et vraiment après je l'ai plus jamais revu quoi, c'était fini. Qu'est-ce qui se passe après? Il a essayé de te recontacter ce mec d'ailleurs ou... Oui, il a voulu me revoir, mais vraiment j'étais en mode mais c'est comme si j'étais possédée pendant 6 mois, j'ai pas compris. Je me suis réveillée d'un coup et j'ai fait non, plus jamais. Et ensuite, du coup j'ai quand même cette addiction au sexe, je continue à rencontrer des mecs et tout. Après, je t'avoue, je me souviens pas de la plupart des mecs avec qui j'ai couché, j'étais jamais sobre, donc j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Parfois c'était en boîte, comme ça, et ensuite, du coup, vers mes 19 ans, j'ai rencontré un mec sur Tinder, je crois, et je le sentais pas du tout, mais j'ai fini par le voir, et il était trop bizarre, mais on a commencé à se voir, quoi. Il était plus âgé que moi, et il avait genre 27 ans, moi 19 ans, et on a commencé à se voir un peu comme des plans. Moi, comme j'avais une addiction au et lui, il l'avait aussi. Donc en fait, on se voyait tout le temps parce qu'on était tous les deux addicts quelque part. Donc on se voyait très souvent. Et petit à petit, c'était bizarre parce qu'il était très possessif. Je comprenais pas, pour moi, on n'était pas en couple. Donc je te dois rien. Et il a su que je couchais avec d'autres mecs. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup de pères narcissiques qui sont comme ça. Ils sont très curieux sur toi. Ils vont se renseigner sur toi. Il avait lu tous mes messages Facebook depuis mon premier message Facebook. Toutes mes conversations Facebook, il avait tout lu. Et il faut savoir que j'en ai beaucoup et je parle énormément. Donc le mec a passé des nuits blanches à fouiller mon Facebook et à dire « Ah, t'as ça avec des mecs, t'as parlé avec des mecs, tout machin ». Et du coup, en fait, un matin, je voulais pas coucher avec lui. Et en fait, il m'a il m'a plaqué comme ça et il m'a dit je pleurais, il m'a mis un coussin sur ma tête, je hurlais, je pleurais, je pouvais pas respirer. Il a dit arrête de pleurer ou je continue à le laisser sur ta tête. Du coup je pouvais pas respirer donc j'arrêtais de pleurer et il disait arrête de crier, personne va t'entendre, tu vois. Et il le faisait, il était vraiment je sais pas, c'est comme s'il était pris d'une pulsion aussi destructrice et vraiment j'étais détruite parce que je lui avais déjà dit qu'il y a 1 an de ça, j'avais été déjà par un mec, donc 1 an pile après, je me refais violer par lui et du coup après avoir en moi, il sort, il prend sa petite douche, il met son petit costard pour aller au travail, il était super fier de lui, super content, le mec était on flic, il était pumped up pour aller au travail. Trop content le mec, voilà, donc c'est pour ça que je dis père narcissique, psychopathe, voire sadique, parce que c'est vraiment pas normal comme réaction. Donc après, moi j'étais complètement détruite et j'étais trop faible pour partir de chez lui, donc je reste chez lui. Et lui, il finit du travail, il revient, parce que moi du coup j'ai fumé des joints toute la journée chez lui, j'étais détruite, je pouvais pas bouger, je faisais que pleurer. Il revient du travail, il commence à baisser mon short, à vouloir me et du coup je fais non et tout machin. Et du coup, je remets tout et je réussis à me casser. Mais j'étais en mode, mais waouh! Et j'étais trop détruite, en fait. Et le truc, c'est que ensuite, j'étais allée en boîte avec des copines et tout, et je rentre à 5h du matin. Et du coup, je me dis, c'est pas possible, il faut que j'aille dans un hôpital me faire des prélèvements, il faut que j'aille porter plainte et tout d'un coup à 5h du matin. Sauf que, en fait, je me rends compte en y allant qu'ils disent, je sais plus ce qui s'était dit, je crois que j'y suis pas allée, mais je crois qu'ils me disaient qu'il fallait d'abord que je porte plainte, quelque chose comme ça, que j'aille voir la police et ensuite je fasse les prélèvements. Et j'étais en mode, mais non, je veux pas, en fait. J'étais trop perdue et je voulais pas reporter plainte parce que j'avais déjà une plainte et c'était trop lourd pour moi psychologiquement à porter une plainte par an pour
ça va, j'ai autre chose à faire quand même. Donc vraiment, j'avais trop la flemme, j'avais trop pas la force. Et ensuite, on s'est revus avec le mec. Il était sur un banc avec moi, il m'a dit, tu sais, si tu veux porter plainte contre moi, je comprends. Mais vraiment, gros manipulateur, je pense vraiment en mode, y a pas de souci, mec qui garde grave son calme, très sérieux et tout. Et j'étais en mode, bon bah ok. Et du coup, j'ai pas porté plainte et j'ai continué à le voir parce que à l'époque, j'avais l'impression que c'était le seul homme qui pouvait me sauver de ça. Ouais. Ça, pareil, c'est une technique, je pense, de manipulation aussi de sa part, tu vois. Oui, c'est vraiment pour se montrer un peu innocent, quoi. Genre, il se défend pas, il montre qu'il assume. Du coup, toi, t'es encore plus confus, tu vois. Et du coup, j'ai eu un gros syndrome de Stockholm. Et vraiment, je me disais, mais c'est le seul qui peut me sauver de ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens, mais mon cerveau, il a aussi divagué, quoi. Pendant ce temps, t'as toujours cette espèce d'hypersexualité, ou au contraire, elle est partie, ou c'est quoi un peu le... Bah, du coup, je continue à le voir, donc ça s'exprimait avec lui. Enfin, j'avais jamais arrêté vraiment de le voir, en fait. Est-ce que tu vois d'autres mecs en même temps, ou un seul gars peut suffire, tu vois, pour te combler, entre guillemets Ben, en fait, vu qu'à l'époque, j'ai des gros problèmes d'addiction avec l'alcool, et je faisais tout le temps des blackouts en soirée, et que oui, non, au final, il me suffisait pas. Mais vu qu'après on commençait à sortir ensemble, mais du coup moi je sortais en soirée, je faisais des blackouts et j'avais comme des crises en fait quand j'étais complètement bourrée en blackout sous alcool, ou des crises de nymphomanie, d'hypersexualité, je sais pas comment ça s'explique. Déjà l'alcool, ça peut donner un peu plus envie de faire à pas mal de gens normalement. Bon, moi ça me faisait des crises où il fallait que je le fasse immédiatement, sinon j'ai l'impression que j'allais crever en fait. Et du coup bah quand j'étais avec lui, pendant une soirée, j'étais en blackout, je crois que j'avais un mec, je m'en souvenais pas, le lendemain il me l'avait dit, et du coup je l'ai su en fait, et par la suite il a fini par le savoir, le mec. Mais en fait j'étais en blackout et vraiment c'est comme si j'étais malade à l'époque, je pense un peu. C'était pas consenti non plus de ma part, mais pour le coup je ne l'ai pas non plus considéré comme un... Enfin, je savais que c'était très flou et que sur le moment j'avais montré au mec que j'en avais envie et voilà, mais... Cependant, j'étais quand même inconsciente. Donc, après, mon père narcissique, il avait fini par le savoir en lisant des conversations que j'avais avec des copines. Et je sais pas, il y avait eu des scènes ensemble, je me rappelle plus, des drames, on se quitte pas, voilà. Les mecs, je sais pas, avec qui t'as des relations, est-ce qu'ils savent, eux, que t'es... que t'as ça, ou au contraire, tu le montres pas et tu le dis pas forcément, ou... Enfin, t'es comment vis-à-vis de ça Ben, en fait, il le savait pas vraiment parce que même moi, je m'étais pas des mots là-dessus. Et une autre fois, avant d'être sortie avec mon père narcissique, quand j'avais 18 ans, j'étais aussi à une soirée en blackout, encore une fois. J'étais tellement en blackout que, en fait, il y a deux mecs qui m'ont dans le salon. J'ai fait des bruits toute la nuit, mais j'avais que quelques flashs. Et en fait, pour le coup, c'était vraiment parce qu'ils étaient deux. Ils ont filmé des scènes, ils ont rigolé. J'ai juste eu un flash de douleur quand il y en a un qui a essayé de me... Du coup, j'étais réveillée par la douleur. Sinon, je me souvenais quasiment rien. Et je me suis réveillée toute nue dans le salon. Les deux mecs, ils étaient déjà habillés en train de faire leur vie. Et tout le monde descendait de la soirée. Et j'étais toute nue dans la couette. Tout le monde me regardait. Tout le monde était en rond comme ça, alors que je m'étais fait toute la nuit. Je me rhabillais, j'étais couverte de honte. J'avais trop honte. C'était horrible. J'avais une gueule de voix pas possible. Et ça, c'était du coup encore une fois avant d'être sortie avec mon père narcissique. Et une autre fois, quand j'avais 18 ans, avant d'être sortie avec mon père narcissique, j'étais en Chine un soir d'Halloween et j'avais rencontré un Marocain, j'étais allée en soirée avec, donc je l'avais revu, on avait couché ensemble, je l'avais revu, il m'avait invité, j'étais rentrée dans sa chambre et il y avait lui et un pote à lui et ils ont couché avec moi en même temps. Mais encore une fois, ils m'ont pas vraiment demandé mon avis, j'avais 18 ans, ils avaient 30 ans, je sais pas, j'ai fait le truc, ils m'ont quoi, enfin, je sais même pas si j'étais consentante, enfin. Et après, il a appelé un autre pote à lui, pareil de 30 ans ou plus, qui est venu et qui a juste couché avec moi. Et moi, je me laissais faire et il y a un de leurs potes avec qui j'avais couché qui m'a emmené dans un hôtel 5 étoiles. Il m'avait emmené manger au KFC avant, ensuite on m'a emmené dans un hôtel 5 étoiles, dans une chambre un peu de luxe, avec un homme qui était un politicien chinois et sa maîtresse qui était une fille d'université en Chine. Et du coup, je couche avec ce politicien chinois et ce mec qui m'avait ramené, avec qui j'avais déjà couché avant. On fait un plan à trois et il y a sa maîtresse qui me regarde et qui dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie !» Et juste avant, on fume, je crois, de la meth, un truc comme ça, où il brûle un truc avec un truc comme une chicha et on fume un truc. Et j'étais en mode, j'ai rien compris à ma vie et moi, je me suis laissée faire. Ensuite, je me suis lavée et je suis partie, quoi. Enfin... Voilà. Et ça, c'était avant de rencontrer mon père narcissique parce que je lui ai raconté aussi les autres traumas hyper bizarres que j'ai eus avant de le rencontrer. Et c'est pour ça qu'après, j'avais une telle dépendance au sexe. Et du coup, j'étais très dépendant au père narcissique avec qui j'étais.
Tu restes avec lui combien de temps? Comment ça se passe? On reste 2 ans ensemble, on se quitte tous les 4 matins. Tout le temps je pleure, tout le temps je pleure. Je passe ma vie à pleurer avec lui. C'est horrible en fait, mais j'étais un peu addict en fait. Enfin, j'étais addict à toute cette intensité. Je pense que les relations toxiques, c'est un peu comme une drogue aussi. Donc j'arrivais pas à le quitter. C'était bizarre. Je trouvais une dans sa poubelle. Et un jour, il me dit c'est ses potes et tout. Je me dis trop bizarre. Et ensuite, je trouve des messages dans son téléphone où je vois qu'il me trompe. Je pète un câble, machin. Et je pense que tout le long, il me trompait en fait. Il m'a raconté des trucs trop bizarres. Et pareil, un jour, j'ai un déclic quand je suis en voyage avec ma famille à l'autre bout du monde. Ma sœur, elle me dit juste une phrase. Elle me dit mais c'est lui qui te respecte pas. Parce que je lui avais dit mais on devait se voir ce lundi quand je rentre. Et ensuite, il me dit non machin. Je lui dis c'est trop bizarre, il me dit que j'ai aucun respect parce qu'il passait son temps à dire que j'ai aucun respect, à me faire la morale. Tu sais, c'est très pervers narcissique, très en mode tu sais, les choses c'est comme ça, toi tu comprends rien à la vie, blablabla. C'était tout le temps comme ça. Et j'ai dit à ma sœur je comprends pas, il me dit que j'ai aucun respect et elle me dit mais c'est lui qui a aucun respect. Et là j'ai un flash et d'un coup mon cerveau il fait 360 degrés. Ça faisait 2 ans que j'étais avec lui et je me dis c'est fini. C'est fini, j'ai passé ma nuit à pleurer, j'ai fait c'est fini avec lui, c'est mort, c'est plus jamais je le vois. Pareil, du coup j'ai eu un déclic de malade et je suis plus jamais sortie avec, je l'ai revu une fois, il était trop bizarre, il a voulu faire du forcing avec moi, on était dehors, mais il était vraiment très bizarre. Mais ce mec aussi, il m'avait dit que quand il avait 8 ans, il avait fait sa première fois avec une fille qui le gardait, on va dire sa nounou, qui avait 16 ans. Il m'avait dit oui, quand j'avais 8 ans, j'ai ma nounou de 16 ans et tout. Je lui ai dit mais c'est pas normal, c'est de la p***. Il me dit mais pas du tout, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai, j'ai kiffé et tout. Je pense que lui, il était sacrément fucked up, hein. Je pense qu'il était complètement fracassé du crâne. Quand il dormait, il suait. Et une fois dans son rêve, il a dit « l'âme n'est pas morte ». Enfin, je pense qu'il était vraiment fou et vraiment très dérangé aussi, quoi. À ce moment-là, j'ai 21 ans. Du coup, j'emménage dans mon premier appartement seul à Nanterre. J'étais super contente parce que je voulais avoir mon premier appartement pour les mecs, quoi. C'était vraiment le but ultime. J'en avais marre d'être chez ma mère. Je me suis dit « ah, trop bien, je vais pouvoir plein de mecs ». Et c'est littéralement ce que j'ai fait. Mais donc 21 ans, déjà c'était un peu moins pire qu'avant parce que j'étais déjà un peu plus grande, majeure. C'était moins pire, mais bon, c'était quand même un peu craignos. Comment ça se passe? Ça t'arrive d'avoir plusieurs relations dans la même journée ou pas? Enfin, genre avec de... Oui, mais ça m'est pas arrivé tout le temps en réalité. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais sinon les autres fois quand ça m'était arrivé, c'était quand ils étaient plusieurs. Donc voilà, à mes 21 ans. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est un peu flou parce que je me défonçais tout le temps, donc j'ai pas des souvenirs, on va dire, très lisses, quoi. De l'époque, je fumais des joints toute la journée, je buvais tout le temps. Donc voilà, je commençais à pas mal sortir en soirée. T'as des moments qui t'ont marqué comme ça à ce moment-là où tu t'es dit là j'ai peut-être déconné, ou t'as fait un truc de ouf, quoi, genre... Ou un truc de ouf. C'est bizarre parce que parfois quand je raconte le truc, j'ai pas forcément tous les souvenirs. Les souvenirs, ils sont très par flash. Parfois, je peux te raconter des trucs et le souvenir il peut me venir après l'émission. C'est très... Donc, je vais essayer de me souvenir des trucs, là. Oui, j'ai eu des rapports avec plusieurs mecs, plusieurs fois. On va dire que c'était un peu un groupe de potes. Ensuite, ils revenaient parfois coucher avec moi. Et ensuite, c'était quoi? Ça, on va dire, pour moi, c'était déjà assez fou à l'époque. C'était genre quoi? Genre, tu voyais un groupe de potes? Bah, en fait, au début, j'avais vu 3 mecs et ensuite, il m'avait présenté à ses autres potes et une autre fois. Cette fois-ci, je crois qu'ils étaient 4 et voilà, j'avais fait comme si de rien n'était. Et genre présenté ou présenté? Comment? Ils t'ont juste présenté à tes potes ou vous avez plus que juste se présenter? Non, ils venaient chez moi et on couchait ensemble. Ok, d'accord, oui, ok. Et après, le truc, c'est que ce truc-là, j'étais sobre, on va dire, donc ils étaient plusieurs, mais on va dire que j'étais sobre, il y avait pas de trucs bizarres, j'étais consciente de ce que je faisais, c'était juste un peu fou pour moi, mais... Ouais, t'inquiète, pour les gens en général aussi, je pense. Ouais, c'était pas malsain comme plein d'autres fois, j'étais consciente, j'étais là, tu vois, les mecs, ils étaient sobres aussi, voilà, je savais ce que je faisais, plus ou moins, en vrai, donc voilà, ça, c'était pas glauque, quoi, enfin, c'était un peu fou. Et ensuite, oui, je crois que j'avais un flash.
encore horrible. Là, en fait, il y a un moment, du coup, je sors beaucoup en soirée techno, je tombe dans les drogues, je prends pas mal d'ecstasy, mais donc j'ai envie d'arrêter un peu de prendre l'ecstasy, sauf que j'arrive pas à arrêter de sortir en soirée techno, donc j'avais un peu tendance à sortir seule aussi, j'aimais bien faire ça. En fait, j'étais beaucoup dans la mise en danger, j'étais addict au danger, à l'adrénaline, au fait de sortir seule. Je sais pas, ça me stimulait, m'excitait un peu, pas sexuellement, mais ça m'excitait. Et donc, je sors seule. À l'époque, je connaissais un peu des gens parfois, donc ça allait. Je bois beaucoup parce que je fais de l'anxiété sociale, donc j'ai tendance à être addict à l'alcool pour compenser. Et du coup, je suis très sociable quand je suis très bourrée. Du coup, je suis très bourrée, je suis seule, je suis ivre morte. Je rejoins un autre mec, un autre pote à moi, on va dans une soirée. Et à ce moment-là, je suis tellement ivre, je prends toutes les drogues qui me passent sous le nez. Ecstasy, coke, MD, je sais plus, je crois que c'est tout. Je suis ivre mort dans une boîte, il y avait pas beaucoup de gens. Et là, je me souviens, j'étais blackout dans toute la soirée. Et je me souviens juste qu'à un moment, je suis allée dire à un videur, je suis nymphomane quand je suis bourrée, machin. Je crois que je lui ai dit ça dans son oreille, mais sauf que par la suite, j'ai un flash d'un videur qui m'enferme dans les chiottes. Genre vraiment, j'ai le flash du videur qui ferme la porte. Il y avait très peu de personnes à cette soirée, vraiment très peu. On était quelques-uns. Il ferme la porte à clé. J'ai ce flash et il arrive et je crois que j'ai un flash de moi qui. Mais c'est très bizarre parce que je me dis c'est chelou. Pourquoi il agissait comme s'il allait me. Enfin, c'était vraiment genre dans mon flash, c'est vraiment très sombre, très en mode il ferme la porte. Genre, je pense qu'il a dû se dire ah cette fille elle est trop déchirée pour savoir ce qu'elle fait et en plus elle a l'air genre chaude, déchirée, bizarre. C'est le moment de faire un truc, je pense, tu vois. Et sincèrement, je me souviens de rien, mais pour moi clairement c'était du viol parce que c'est pas normal. T'es videur, il y a une fille complètement bourrée, t'es censé la mettre à l'abri, hein, même si elle dit qu'elle est accro. On s'en fout en fait, enfin, on s'en fout. Quelqu'un qui est inconscient, peu importe à quel point il est accro, il est inconscient, enfin, ça n'a pas de sens. Mais surtout leur taf de videur, de base, c'est censé d'aider aussi les personnes qui sont sur place dans l'établissement, non? Enfin... C'est ça. Donc les gens ils peuvent dire oui, mais t'as dit au videur que t'étais accro au sexe. Même si tu veux coucher avec lui, s'il couche avec toi et que t'es complètement ivre, il te viole quand même, hein, même si tu lui cries que tu veux coucher avec lui. Mais dans l'état dans lequel j'étais, en plus, moi vraiment je tiens pas l'alcool, vraiment je pense que ça devait se voir, mais à 10 000 km que j'étais arrachée inconsciente. Donc c'est extrêmement grave quand même, je pense. Et très bizarre, je me rappelle en sortant de la soirée, là je commence à reprendre mes esprits, je récupère ma veste, il y a un videur qui me rend ma veste, je le regarde trop bizarrement, je me dis mais est-ce que c'est lui? C'est trop bizarre, genre trop bizarre, je me sens très mal, je me sens super mal, je me sens de plus en plus mal. Je rentre chez moi, je regarde ma culotte, il y a plein de mousse dessus, vraiment elle est trempée de trucs, genre je me dis trop bizarre, genre c'est obligé, j'ai couché avec quelqu'un dans cette soirée, il y avait trop de sur ma culotte, c'était pas normal, j'avais pas mes règles, j'avais pas rien de spécial, c'était vraiment comme quand t'es une fille et que après tu remets ta culotte directement et voilà, je me dis mais j'ai couché avec quelqu'un dans cette soirée, je commence à péter un câble, je me dis mais en fait si j'ai les 2-3 flashs, je me dis mais en fait on va et tout, et je commence à vraiment paniquer et je suis vraiment pas bien parce que je sais pour le coup qu'il y en a au moins un qui m'ont violée et je me demande s'il y en a pas deux en fait parce que je commence vraiment à me poser des questions, je me dis trop bizarre, enfin vraiment, tu vois. Il y a d'autres moments où tu t'es mis en danger comme ça ou On était en after, j'étais défoncée et j'ai couché avec 2 mecs, genre ils m'ont sur le lit devant tout le monde dans l'after. Mais en fait j'étais pas alcoolisée donc j'étais pas inconsciente, donc en plus j'étais beaucoup plus âgée, donc là je le considère, enfin même si c'était vraiment fucked up, je le vis pas du tout de la même manière que quand j'étais complètement blackout, alcoolisée, je trouve que c'est vraiment fucked up, très particulier, un peu fou, mais on va dire que je le vis pas vraiment comme de l'abus quoi, pour le coup, mais c'était un peu spécial quand même, parce que c'était vraiment toute la nuit devant tout le monde, les gens ils prenaient des vidéos et tout, enfin... Durant cette période, est-ce que tu arrives à avoir genre, je sais pas moi, un petit copain ou quoi, ou au contraire tu peux pas en fait avoir une relation stable parce que t'as toujours des pulsions ou... Ben l'année où j'ai été en boîte par les videurs, l'année qui suit, enfin dans la même année, j'avais 24 ans, je suis sortie avec un mec vraiment qui sortait pas, qui était
dans d'autres délires totalement, on va dire, dans les trucs ésotériques, etc. Médium, littérature chinoise, rien à voir. Mais du coup, il n'était pas toxico ni alcoolique et tout, donc on avait un rythme de vie assez sain. Mais au début, c'était très intense et on n'était pas officiellement en couple. C'était en mode, on était fou amoureux dès le début. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on est en couple ou pas? Parce que là, je me sens pas bien. J'étais encore dans une phase d'hypersexualité où j'avais envie de coucher avec d'autres mecs, pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je faisais des crises d'angoisse en fait. Quand je faisais des crises d'angoisse, je me dis mais il y a que le fait de coucher avec des mecs qui peut m'apaiser, ça c'est vraiment, je faisais le lien en fait dans ma tête. Du coup je lui disais est-ce qu'on sort vraiment ensemble ou pas, parce que sinon je vais coucher avec d'autres mecs. Quand j'y pense, je comprends qu'il ait pété un câble. Sur le moment je me dis mais il est horrible et tout. Il a fait mais non mais là je peux pas, je suis dans ma thèse, j'arrête pas à me concentrer, là je peux pas te donner de réponse tout de suite, je te dis ça plus tard. Mais du coup moi j'étais en crise d'angoisse, je lui dis mais dans ce cas-là je vais aller coucher avec d'autres mecs. Et il me dit, et lui il était pas du tout dans ce délire là. Et il m'a bloqué. Et comme moi j'étais folle amoureuse de lui, j'ai cru que j'allais plus jamais réussir à chier en fait. J'avais une énorme crise d'angoisse, j'ai cru que j'allais plus jamais réussir à respirer et chier de ma vie. Et je me suis bloquée genre. Je me suis bloquée et je suis allée coucher avec 2 mecs. Et voilà. Mais du coup j'avais le cœur brisé quoi. Et du coup oui, j'avais vraiment des problèmes dans mes relations quoi. ça me paraît cohérent du coup. Ouais. Comment ça avance la suite? Donc là t'as quel âge? T'as 23, 24? Là du coup j'ai 24 ans. Comment ça se passe un peu la suite? Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu vis plus tard? Ensuite, on va dire au fil des années, c'est quand même, vu que je grandis, je mûris un peu, j'ai quand même je perds de moins en moins le contrôle de moi, et heureusement, mais c'est très crescendo quand même. Ensuite, ouais, il m'est encore arrivé des dingueries quand même. Hein. Ça s'arrête jamais. Le truc, c'est un film d'horreur en fait. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? Ensuite, je crois que j'ai 25 ans. Bah ouais, l'année d'après, hein, c'est très rapide. Je rencontre des mecs qui sont cool, un mec qui devient pote avec moi, un autre mec, je pécho son pote et tout. Et ensuite, c'est juste pour faire le lien. Et ensuite, je rencontre un mec qui était le pote du pote que j'ai pécho en soirée et tout, qui m'agresse un peu dans les boîtes Vincennes. Mais sauf que à ce moment-là, j'avais une grosse crise de nymphomanie à cette soirée. Nymphomanie, je sais pas, des post-traumatiques, on va dire. C'était les boîtes de Vincennes, c'était le Covid. Donc moi je me dis j'ai trop envie de coucher avec quelqu'un, il faut que je couche avec un mec. Donc pendant cette soirée-là, à un moment au petit matin, je regarde un mec, on est en train de chercher une autre soirée. Je lui dis toi là viens et tout, est-ce que tu veux coucher avec moi? Il me dit ouais, il avait l'air super timide et normal et pas du tout défoncé et pas du tout ce style-là. Mais ça se voyait qu'il était en mode c'est une belle occasion, j'ai pas envie de la louper, tu vois. Il était un peu comme ça, il lui disait ouais ok et tout machin. Je lui fais viens là, genre je lui montre un arbre, juste l'arbre à côté là devant tout le monde, mais il y avait personne. Il y avait juste mon pote qui était en mode qu'est-ce que tu fais? Et du coup j'enlève mon bas, je lui tends une carte. Et je me mets contre l'arbre et le mec il était comme ça, il essayait de tout, mais en fait il y arrivait pas, il essayait et tout, je lui dis et il me dit je suis désolée, j'y arrive pas parce que je pense qu'il paniquait, enfin c'est hyper inhabituel et même t'es dehors, la meuf tu la connais pas, tu t'y attendais pas, enfin ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il a paniqué, il a pas réussi à il avait l'air un peu dégoûté, mais il dit et je lui dis non mais t'inquiète, c'est pas du tout grave et tout. Enfin j'étais en mode c'est normal qu'il panique quoi. Enfin bon, j'étais en mode bon bah tant pis, c'est pas grave, t'inquiète machin. Il avait l'air trop désolé et tout. Je me dis bon tant pis, je continue la soirée. J'étais toujours, c'est comme si mon corps, j'avais super envie de coucher avec quelqu'un parce qu'à cette époque-là justement ça faisait un moment que j'avais pas eu de rapport avec des hommes parce que j'étais moins dans ce truc frénétique. Donc il m'arrivait plus souvent d'avoir on va dire des plus longues pauses. Et là ça faisait on va dire un moment pour moi, j'avais jamais attendu aussi longtemps depuis des années. Quand tu dis un moment, c'est genre... Je pense que c'était quand même quelques semaines pour moi, c'était mon record à l'époque, je pense que ça faisait 1 mois, je crois que c'était le record, j'étais en mode je vais péter un câble en fait. Donc dans ma soirée j'étais comme ça et tout. Du coup au petit matin je rencontre le pote d'un pote que j'avais déjà pécho, donc je savais que c'était son pote mais je l'avais jamais vu, donc j'avais pas confiance en lui, mais j'étais en mode c'est un mec d'un mec que je connais, donc j'étais pas en mode c'est un inconnu total. Donc il m'emmène dans une partie des bois et pareil, aucun sens, mais je pense qu'il avait déjà entendu que mon pote avait couché avec son pote avait couché avec moi, donc il avait déjà entendu des trucs sur moi je pense, et il me regarde et il me fout des baffes, il enlève mon haut, il tape sur mes seins, et moi en fait comme j'étais horny toute la soirée, j'étais mais en même temps c'était super malsain tu vois, enfin, et en même temps j'étais je pense un peu je pense que t'es un peu surpris, du coup tu réagis pas trop, et il prend ma tête pour la baisser pour que je le suce, et je crois que je le suce,
Et je crois qu'on est dans un espèce de jeu sado trop bizarre. Et en fait, je pense que je l'ai laissé faire et que c'est juste que dans ma tête, j'étais en mode ah mais c'est quelqu'un que je connais. Enfin, j'étais pas. Du coup, j'avais pas cette méfiance comme si c'était un total inconnu. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu préciser le lien. Et le truc, c'est qu'on était dans un jeu bizarre et j'étais genre excitée, mais en même temps, c'est quand même. Enfin, il m'a quand même agressé quelque part. Enfin, tu fous des claques à une inconnue dans les bois comme ça. Enfin, c'est une agression objectivement. Il m'a pas demandé mon autorisation, il me connaît pas, donc objectivement, ça reste une agression. Après, cependant, je ne l'ai jamais accusé de ça non plus parce que pour moi, c'était encore une fois très confus dans ma tête. Et donc, du coup, on est dans un bizarre, il me baisse la tête, il me fait lui faire souffler, ça tout. Donc et ensuite, il voulait coucher avec moi, il arrêtait pas de forcer. Par contre, je lui disais non et tout, il y a pas de donc j'étais en mode non et tout, moi je fais plus ça sans cap. J'essayais de faire attention parce que j'avais un peu peur quand même. Et donc il forçait, mais sauf qu'il dépassait jamais la limite. Et du coup, on était dans un jeu bizarre où il forçait. Et moi, je disais non et tout. Et il dépassait pas la limite. Mais c'était trop chelou. Vraiment, je comprenais rien. Il me mettait par terre et tout. Et donc après, on était en train de se pécho. Et c'était vraiment super bizarre. Après, j'étais aussi défoncée. Mais voilà, j'étais pas en blackout. Donc trop bizarre. Donc ensuite, on va chez moi. Il avait l'air fou, il avait vraiment un regard fou. Et son regard fou, comme j'ai une curiosité un peu malsaine, de façon générale, ça me fait me mettre dans des situations un peu dangereuses parce que j'ai toujours envie de savoir pourquoi c'est malsain. Donc je voulais savoir pourquoi il avait l'air aussi fou, parce qu'il avait vraiment l'air fou. Et après j'ai compris. Mais donc ensuite on est chez moi, on passe 3 jours ensemble. 3 jours normaux, on regarde des films, on couche ensemble, on l'a fait sans cap. Je me dis merde et tout, bon voilà. Ensuite, on passe par chez lui récupérer de la coke. Je savais pas qu'il était cocaïnomane et ensuite je l'ai su. Il était cocaïnomane, on a passé à peu près 3 semaines ensemble très intenses, on se voyait tout le temps. On tapait de la coke tout le temps, il recevait de la coke chez lui, du darknet et tout. Au lieu de la dealer, il tapait tout. Du coup, il m'en donnait tout le temps, tous les jours du matin au soir, on était défoncés. Et moi, en fait, je tapais pas à l'époque, avant de le rencontrer, je tapais pas de traces je le faisais pas, mais avec lui, je me disais bon, de toute façon. Et après, j'avais pas d'addiction par rapport à ça à l'époque. Je vivais ça comme une expérience, on va dire. Taper des traces, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre prendre la... Non, oui, c'est sniffer des rails, quoi, on va dire. C'est une expression pour dire sniffer des rails. Ok. Et donc voilà, on se voit pendant 3 semaines. Et à un moment, on boit au bord de la Seine. C'est pendant ces 3 semaines. Machin truc, il y a un de ses potes qui arrive. On boit. Je suis super bourrée. Encore une fois, comme je tiens pas l'alcool, on tapait des traces et tout, donc ça faisait que j'arrivais à boire encore plus. Et son pote et tout, il a l'air de me trouver super jolie, il me complimente, machin. Je me dis bon voilà, pour moi j'étais en train de pécho ce mec-là, donc voilà, il y avait pas d'ambiguïté, tu vois, pour moi. Et ensuite on rentre chez le mec, le cocaïnomane, on va dire. Et du coup son pote, il arrive avec nous. Donc là vous êtes 2, enfin vous êtes 3 du coup. Ouais, on est 3 dans l'appart et je suis ivre morte. Et c'est limite un blackout, mais ils me baissent tous les deux. Voilà, encore, ça s'arrête jamais. Et c'est dans un truc où le mec cocaïnomane, il m'attache les mains, mais on était dans un espèce de jeu, mais en même temps, encore une fois, ils m'ont jamais demandé mon avis. Et moi, en vrai, je voulais pas coucher avec son pote parce que son pote, je le trouvais moche, il me dégoûtait. Et franchement, non, quoi. Enfin, si j'avais eu le choix, j'aurais jamais couché avec son pote. Donc encore une fois, c'est encore un truc super bizarre. Pour moi, ça reste quand même du viol parce que son pote, je voulais pas coucher avec. Pour moi, son pote, il m'a... Et lui, il a clairement fait de la merde. Je dirais pas que lui, il m'a... Parce que lui, à cette période-là, j'étais consentante pour coucher avec lui, mais je n'étais pas consentante pour coucher avec eux deux, en fait. Donc ça reste quand même une situation d'abus, en fait, objectivement, parce qu'en plus, à un moment, je parle au cocaïnomane et à son pote, il me prend comme ça et il me Et du coup, je suis en train de me faire prendre comme ça et je suis en mode wesh, Et par la suite, j'ai compris que son pote, c'était vraiment un quoi, parce que je continue à côtoyer ces 2 mecs. Évidemment, t'es dans un état de dissociation, de déni. Pour moi, j'avais pas forcément envie de le vivre comme ça, quoi. Enfin, pour moi, j'avais pas envie de le vivre comme ça. Donc, tu fais une sorte de déni, tu continues à voir ces mecs-là, ils sont sympas avec toi, tu te dis, c'est rien! Donc, je continue à voir ces 2 mecs, on se voit tout le temps. Et à un moment, le cocaïnomane, il pète un câble à une soirée, il vrille totalement, il me fait une espèce de crise suicide. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très traumatisé, du coup, ça m'a fait très mal au cœur. Il vrille totalement, donc je finis avec le mec qui m'a
le mec qui me dégoûtait. Je finis avec lui, on finit dans un after chez une meuf. Pareil, j'avais pas dormi depuis 2 jours, j'étais au bout de ma vie. On finit dans un after chez une meuf, on prend plein de coke et tout, machin. Et ensuite, on dort chez la fille, on dort à 3. Et ce mec-là, qui me dégoûtait, il me dans mon sommeil. Et du coup, juste, ça me réveille et je lui dis non et je le repousse. Je me rendors, je me réveille le lendemain, je fais mais non, genre c'est du... Pour le coup, j'ai compris que c'était un série quoi. Le mec, vraiment, il en avait rien à foutre parce qu'il avait fait un cul à la meuf qui était à côté pendant son sommeil. Elle me l'a dit par la suite. Donc vraiment, gros... Et le lendemain, genre, j'étais trop bizarre et tout. Et comme j'étais très perdue, on est sortis ensemble, on est allé boire des bières dans un parc. Je suis allée dans un squat d'artistes avec des mecs qui prenaient du speed, des sans-abri qui habitaient dans une maison d'un artiste connu et riche qui était mort. Enfin, ils squattaient la maison et ils prenaient du speed. Ils sniffaient des rails de speed et je prenais avec eux et j'étais en mode qu'est-ce que je fous là ? Et du coup, je finis par rentrer chez moi et j'étais en mode wow. Voilà, donc là j'avais 25 ans et le truc il continuait quoi, enfin le cauchemar continuait quand même. Comment ça se passe la suite des événements Est-ce que tu arrives à sortir de ça petit à petit ou au contraire ça s'empire? C'est quoi un peu les prochaines années, tu vois? Les années d'après, ça s'est quand même un peu apaisé. Je pense que, je sais pas, je me suis calmée, ça m'a un peu dégoûtée, je crois. Justement, après... non, je suis trop bête. Oh, c'est pas vraiment la même chose, mais ensuite, du coup, à mes 27 ans, je trouve un travail dans une grosse boîte. Je commence ma carrière, j'avais déjà fini mon master depuis un moment, mais il y avait le Covid, donc j'ai mis du temps à trouver un travail. Je suis assistante commerciale trilingue dans une grosse boîte, et je parle anglais, français, chinois, etc. Et donc, voilà, il y a des Chinois, il y a des Français, etc. Et je commence mon travail. Au bout du 3e jour, en after work, on fait un after work avec les collègues pour célébrer. On est arrivé dans la boîte. C'était vraiment en mode, mon manager était assez sérieux. J'étais en mode, ok, c'est cool, je vais bosser très dur, mais voilà, j'espère commencer ma carrière. Et donc, j'ai bu 2 pintes à 8 degrés. J'étais assez bourrée, mais voilà, soit. Hein. Donc, je vais aller acheter des clopes. Et il y a un collègue à moi qui m'accompagne à acheter des clopes. On marche, je sors du tabac. On sort du tabac. Et là, il me vide la bouche dans la rue. On se connaissait pas, hein. Enfin, je suis arrivée dans la boîte depuis 3 jours. Et il me vide la bouche dans la rue et en fait, je me souviens pas de comment ça s'est fait. Je me souviens juste à un moment, j'essaie de me relever, de partir. Parce que, je crois qu'il me vide la bouche, je crois que je me relève, je commence à partir. Et là, il me prend par les cheveux et il me tire du plus fort possible par les cheveux pour me rebaisser la tête. Et j'ai jamais eu aussi mal. Et du coup, je me remets en bas. Et du coup, il remet dans ma bouche et il me rebaisse la bouche. Et il est au fond de ma gorge. Et là, je me lève, je crache le truc. Et du coup, après, on retourne au bar comme si de rien n'était, quoi. Et j'étais en mode, mais j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Et après, j'ai compris par la suite qu'il avait... que ce mec aussi, je crois qu'il avait notre collègue qui venait de Roumanie pour 2 semaines. La fille, elle faisait que pleurer son dernier jour. Et je voyais qu'il rôdait tout le temps autour d'elle. Et le dernier jour, elle faisait que pleurer toute la journée. Je me dis, trop bizarre. Il était autour d'elle, c'est sûr, il l'a... Et ensuite, du coup, j'ai dénoncé le truc dans la boîte. Ils ont fini par le dénoncer. J'ai pas porté plainte, j'avais pas la force. Parce que ma première plainte, elle était sans suite. Donc, j'ai pas eu j'ai porté plainte 2 fois pour celle en boîte aussi. J'avais porté plainte, c'était aussi sans suite. Donc, j'avais pas envie de reporter plainte. Et par contre, il a été viré de la boîte, je crois. Mais ensuite, je suis restée un peu dans la boîte, mais c'était hyper malsain. Il venait me dire... Christine, bonjour Christine. Enfin, il était vraiment malade mental pour le coup. Il avait l'air vraiment fou. Vraiment, il prenait un plaisir malin à venir se rapprocher de moi, à me dire bonjour. Et moi, je ressentais une sorte de honte. C'était ultra malsain. Je suis restée 1 mois et demi dedans. Et j'ai vrillé. Après, j'ai complètement vrillé. J'ai fait un gros syndrome post-traumatique. Je pouvais plus travailler. J'étais en arrêt maladie. Et là, je suis tombée dans la drogue dure. J'étais déjà dans la drogue dure, dans la kétamine. Mais je prenais en soirée, on va dire, je faisais beaucoup de soirées, je prenais en soirée, j'avais une addiction, mais voilà, là vraiment, c'était beaucoup plus sévère, quoi. C'était de plus en plus sévère. Je sortais 3 jours sans dormir, j'étais complètement cassée en fait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, pendant 1 an, je sors énormément en soirée, en after, je fais des 3 jours sans dormir, Et du coup, pendant l'année, juste après, comme je t'ai déjà raconté tout à l'heure, dans un after, j'ai couché avec 2 mecs, j'étais complètement défoncée devant tout le monde à coucher ensemble. Pareil, ça faisait un moment que j'avais pas eu de rapport. Et pareil, j'avais super envie de faire du... Mais
Sauf que là, ça s'est présenté comme ça et ils m'ont un peu sauté dessus les deux mecs. Il y avait un des deux mecs, pareil, si j'avais le choix, j'aurais pas voulu coucher avec en fait. Il y avait un des deux mecs, j'avais déjà couché avec lui, mais un des deux mecs, je sais qu'il a un peu utilisé cette occasion pour coucher avec moi parce qu'il voulait coucher avec moi. Mais lui, si j'avais le choix, j'aurais pas couché avec, j'étais pas attirée par lui. Néanmoins, je l'ai pas vécu comme un viol parce que j'étais pas inconsciente et voilà, j'ai vécu le truc comme je l'ai vécu. J'ai pas voulu l'interpréter plus que ça. Je me dis bon voilà, c'est comme ça, hein, écoute. Mais voilà, donc j'ai pas vécu comme un abus, mais ça reste quand même très borderline quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment, cette hyper commence à partir, comment ça se passe après Bah en fait pendant cette période-là, je commençais à avoir pas mal d'hypocrisie. C'est-à-dire que je ne ressentais plus mon corps, je n'avais plus envie de rapport intime, je n'avais plus envie de sexe. Donc c'est la version opposée de l'hypersexualité. Oui, à ce moment-là, vers mes 27 ans, je commence à basculer dans l'hyposexualité, mais avec des crises d'hypersexualité. Comme j'ai dit, j'avais la fois où j'avais couché avec les deux mecs en after, c'était parce que j'avais fait une crise, j'avais super envie de coucher, mais les semaines avant, j'avais plus aucune envie de coucher, et après, j'avais plus du tout envie de coucher pendant des semaines, plus du tout. J'avais un désintérêt total pour le sexe, et je n'arrivais plus du tout à pécho de mecs, à des mecs. Ah oui, et avant ça, justement, pendant que je travaillais dans la grosse boîte où je m'étais fait par mon collègue, j'étais allée en Pologne seule pendant un week-end. Je n'avais pas dormi du week-end. Je suis allée dans 2 boîtes différentes. Je suis allée seule en boîte. Je suis allée des mecs. Un soir, je un mec, un autre. Je crois que je suis allée des mecs à Budapest et en Pologne. Et en Pologne aussi. Et genre, je demandais à un mec de me prendre dans les toilettes comme ça. C'était vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment une crise comme ça. Je m'en foutais. Ça, pour le coup, voilà. Sur le moment, c'est moi qui l'ai décidé, donc je le considère pas comme un abus. Ensuite, j'étais allée seule en Pologne. Pareil, j'avais couché avec un mec trop bizarre qui m'avait emmenée dans un hôtel parce que j'étais seule en soirée. J'allais avec lui en after et tout. Il m'emmène dans un hôtel, mais j'étais consentante pour y aller avec lui. J'étais consentante pour coucher avec lui, on va dire. Je savais qu'on allait coucher ensemble. Mais quand on couchait ensemble, à un moment, c'est comme si j'avais vrillé. Je lui ai dit non, 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 non. Et il m'a foutu une claque, il m'a insulté en polonais et il m'a... Parce que du coup, techniquement, quand une fille elle te dit non, tu continues, tu l'as. Mais moi, dans ma tête, je voulais créer mon... En fait, je pense que j'étais tellement traumatisée que je voulais que ce soit moi, je recrée mon scénario de moi-même, alors que je savais que j'allais coucher avec et j'étais consentante pour faire le rapport, mais pendant, je lui ai dit non exprès pour qu'il me viole, pour que c'est moi qui crée mon viol. Et à ce moment-là, je pense que mon cerveau, il a complètement déraillé. Je savais très bien que c'était un truc traumatique et que c'était un truc très fucked up que mon cerveau m'a créé. Donc j'ai pris en considération que mon cerveau était en train de péter un câble, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est très très bizarre, quoi. Enfin, ce qu'on peut faire. Et ensuite, et oui, suite à tout ça, j'avais quasiment plus envie de. Et aujourd'hui, comment tu te sens vis-à-vis de ça? C'est quoi un peu De mes 28 à mes 30 ans, je suis sortie avec un garçon. On s'est séparés dernièrement. C'était, on va dire, pour une fois, enfin j'ai déjà rencontré des mecs sympas quand même aussi, hein, mais pour une fois j'avais une vraie relation sérieuse avec un mec qui est quelqu'un de bien, et c'était très intense, mais voilà, on était vraiment amoureux, et au début c'était très intense, parce que je suis quand même quelqu'un de très intense, et objectivement en soi j'aime aussi beaucoup le sexe en dehors des traumatismes, donc c'était très bien, on avait une grosse connexion, mais après j'ai eu un gros... Et c'était très embêtant parce que j'étais en couple avec lui et j'ai jamais su gérer ce genre de situation parce qu'on était amoureux et dès le début, très vite, j'avais plus envie, quoi. Donc c'était très compliqué, je culpabilisais beaucoup, mais je lui disais, c'est pas toi, juste je ressens plus mon corps, je ne sens plus mon corps. Et ça a duré super longtemps, ça a duré plus d'1 an. Et forcément, c'était tellement compliqué, mais au bout d'un moment, on s'est habitué, mais j'étais vraiment dégoûtée pour le coup, mais j'y arrivais plus du tout. Est-ce que ça finit par revenir ou comment? Vers la fin de notre relation, ça a commencé à revenir, mais vers la fin, du coup, on a fini par rompre parce qu'il y avait des choses, voilà, on avait besoin d'en arrêter là. Et vers la fin, oui, j'ai commencé à retrouver ma libido parce que justement avec cette stabilité émotionnelle, le fait d'être avec un mec, de ne pas être tout le temps blackout en soirée avec des mecs bizarres, de justement revivre des traumatismes en boucle, du coup je me suis apaisée et je pense que mon corps s'est régulé, mon esprit aussi. Et vers la fin, du coup mon hyposexualité s'est arrêtée, je retrouvais le goût au sexe
simplement, je savais plus trop comment l'aborder parce que j'avais perdu l'habitude, je savais plus trop comment la réenclencher, mais j'avais envie de faire la. Et je pense que là, c'est aussi là que mon hyposexualité a pris fin. Donc vers mes 30 ans, on va dire. Du coup, on va dire que pendant bien 10 ans, il y a eu des vagues très chaotiques. Mais donc après, je pense que là, je ne suis plus hyposexuelle. Ça a duré bien 1 an ou 2, peut-être 2 ans. Et là, ça va mieux. Je suis normale, on va dire. Je voulais aborder la notion de hypersexualité en tant que femme dans la société et la culpabilité qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, mes premières années, quand j'étais dans l'hypersexualité, j'avais une image vraiment très dégradée de moi. C'est-à-dire que j'avais tout le temps des mots qui tournaient dans ma tête en boucle, en fait. C'est comme si je m'auto-flagellais, je m'auto-punissais parce que je savais que la société avait un rapport très toxique par rapport à la sexualité de la femme et par rapport à l'hypersexualité de la femme. Et j'ai eu aussi 2 relations, le pervers narcissique avec qui j'étais et le mec ensuite avec qui je suis pas vraiment sortie, enfin je suis sortie, mais où j'ai voulu coucher avec d'autres mecs là où ça s'est un peu mal passé. En fait, tous les 2, ils m'ont traité tout le temps, ils me traitaient en fait. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le vivent dans des relations toxiques avec des hommes. Ils utilisent la misogynie pour abaisser les femmes. Et vraiment, ça m'a vraiment créé un truc où j'avais une vision très dégradée de moi-même. J'avais un journal intime que je tenais où je passais mon temps à me traiter de en fait. Et après, en grandissant, je me suis vraiment détachée de ça. Je me suis dit, mais en fait, t'étais vraiment matrixée en fait par la société et par l'image que la société pouvait avoir de toi, alors que c'est juste de la misogynie, quoi. Enfin, tu ne l'es pas objectivement. Enfin, c'est faux. Donc, au bout d'un moment, maintenant, j'ai plus du tout cette vision-là et j'ai plus du tout cette vision de moi. Mais c'est très hardcore à vivre et je sais que beaucoup de filles ont ça, en fait. Et ça détruit ton estime de toi, en fait. En plus des que tu as vécu, tu as une image vraiment très dégradante de ta personne. Et je sais que les hommes, longtemps, ils m'ont insultée. Et même Alexis Jones, il a fait plusieurs vidéos YouTube pour dire que je méritais de me faire pour dire que je cherchais à me faire par rapport au témoignage que j'ai fait. Et dans tous les commentaires des hommes, ils disaient mais en même temps, elle s'attendait à quoi? Elle dormait à côté d'un homme. Mais en même temps, elle le cherchait, elle aime ça, elle veut ça, machin truc. Et je me dis mais waouh quoi. Enfin, nous on est là, on se fait traumatiser par des hommes et ensuite il y a d'autres hommes qui viennent nous insulter. Et puis quoi encore? Enfin, waouh, on est maudite. C'est comme une malédiction quoi. Donc voilà, je voulais aussi passer un petit message pour dire que en tant que femme, il faut aussi, même si c'est très dur, qu'on se détache de cette image de ça nous-mêmes, parce que c'est pas les hommes qui nous insultent qui vont faire ça à notre place. Même si maintenant, je trouve que ça a un peu avancé quand même, un tout petit peu, par rapport à il y a quelques années. C'est moins pire. Donc voilà, j'ai quand même espoir pour la suite, quoi. Écoute, merci beaucoup. Merci infiniment, Christine. Est-ce que les gens peuvent te trouver un Instagram ou en description, par exemple Oui. Mon TikTok, c'est Crie plus fort, KRIPLUSFORT 4. Et mon Instagram, en ce moment, c'est plus fort Christine, donc plus fort avec Christine 1K. Dans tous les cas, le lien s'affiche. Ah oui, d'accord, pardon. Il n'y a pas de problème, merci infiniment. Si vous voulez retrouver, n'hésitez pas, le lien se trouve en première ligne de description. Et bien sûr, je le rappelle, si vous aussi, vous voulez venir raconter votre histoire dans un épisode de StoryCube, il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire, on se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Et pour les autres, passez une très bonne soirée. C'était Noah.